Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre podcast sur le tourisme régénératif, particulièrement dans notre micro-série dédiée à la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Petit, biologiste de formation et actuellement chargée de projet chez Conservation de la Nature Canada. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers de la biodiversité terrestre et explorer le rôle essentiel que le tourisme peut jouer pour promouvoir la santé des écosystèmes sur la terre ferme. Il est temps de comprendre comment le voyage peut être un acteur clé dans la préservation de notre planète. Alors, préparez-vous pour une discussion qui ouvre de nouvelles perspectives sur la coexistence de l'homme et de la nature. Assurez-vous de rester à l'écoute tout au long de cet épisode pour découvrir des détails fascinants. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Merci, je vais très bien aussi. Contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Comme d'habitude, avant de commencer, nous allons t'introduire à l'audience. Tu es biologiste de formation, mais tu détiens également une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers à l'UQAM. Tu es passionné par la nature depuis ton enfance et tu souhaites dédier ta vie à la conservation de la biodiversité. Ton parcours professionnel et personnel ont donc toujours suivi cette direction. En 2023, tu poursuis ton chemin et te joignes à Conservation de la Nature Canada à titre de chargé de projet pour les montagnes vertes du Nord. Donc, on voit souvent qu'on vit la 6e extinction de la biodiversité et je sais pas, moi ça me fait un peu peur, mais en même temps, je sais pas trop comment ça marche. Mais toi qui es biologiste, quel est vraiment l'état de la situation actuelle? Alors, au Québec, et comme beaucoup d'autres endroits partout sur la planète, il y a un déclin effectivement des espèces, il y a des menaces à l'environnement et beaucoup de ces menaces sont d'origine humaine. Donc je pense par exemple à la pollution, aux espèces exotiques envahissantes, je pense aussi à la perte d'habitat, En fait, le fait qu'on construise des maisons, qu'on étende les villes, donc on parle d'étalement urbain. Tout cela, ce que ça fait quand on rase une forêt ou qu'on détruit un milieu humide, par exemple, pour aller construire des maisons, c'est important que les gens y puissent avoir une habitation, mais il faut un peu repenser à la façon de l'urbanisation, pour faire simple. Mais bon, là, je vais passer à autre chose. Donc, il y a ces menaces-là, l'étalement urbain, la pollution, les espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques aussi, qui font qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui disparaissent. Il y a des écosystèmes qui sont détruits ou qui sont dégradés, par exemple avec la présence d'espèces exotiques envahissantes ou la pollution. Et concrètement, l'impact que ça a sur les êtres humains, c'est que ces écosystèmes-là, qui ont des espèces, qui vivent dedans, etc., pour simplifier un petit peu les choses, à travers leur fonctionnement puis leurs interactions, ils offrent des bénéfices aux êtres humains. Par exemple, un milieu humide va permettre de recharger les eaux souterraines, va aussi filtrer l'eau. Donc, si on détruit un milieu humide, il va y avoir donc moins de recharge des eaux souterraines que nous, on utilise pour notre consommation ou pour boire de l'eau. S'il n'y a plus de milieu humide pour filtrer l'eau, il va falloir qu'on trouve d'autres façons de filtrer l'eau qui sont des fois, même souvent, beaucoup plus chères que le simple fait de conserver ce qui est déjà là et qui fait déjà la job. Il y a aussi les arbres qui peuvent réguler les températures. Donc on le voit en ville, un endroit où il n'y a que du bitume et il n'y a pas d'arbres, il va faire beaucoup plus chaud, on parle d'îlots de chaleur. Et le fait d'amener des arbres, ou s'il y a des parcs avec plus d'arbres, il va faire plus frais, vous allez le sentir tout de suite. Donc le fait de conserver les milieux naturels, ça contribue aussi à leur bonne santé. Donc c'est important de les intégrer dans notre façon de penser le territoire. Et donc on parle comme ça de conservation de la biodiversité, mais concrètement, ça va être de conserver, de protéger des milieux naturels et pas simplement des petits morceaux ici et là, parce qu'il y a des espèces qui ont besoin de se déplacer
Il y a des espèces qui ont besoin de très, très grands espaces pour pouvoir être présentes. Et toutes les espèces sont importantes. Des fois, on se dit « Ah, mais si cette espèce-là, elle n'est pas là, ce n'est pas très grave. » Mais ça fait partie de toute une chaîne d'interaction. Toujours quelqu'un qui mange quelqu'un qui a un impact sur la régénération peut-être d'une plante aussi. Il y a des impacts que c'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître nos milieux, de connaître les besoins des espèces et de savoir comment on peut mieux les protéger. Et en les protégeant, on se protège nous aussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Protéger les milieux naturels, c'est protéger des services écosystémiques, des bénéfices importants pour les êtres humains. Ce matin, j'ai écouté justement dans un autre podcast qui parlait sur la biodiversité. C'était une conférence en France qui disait que la seule trace que nous, comme humains, on va laisser dans la planète, c'est qu'on a la plus grande force de destruction des vivants. Ça m'a choqué vraiment parce que si on réfléchit, si on regarde un peu, on peut dire que l'humain est responsable de l'extinction massive et rapide qu'on a en ce moment. Et c'est fou parce qu'on est dans le plein cycle 21 avec beaucoup de technologies, mais on continue à détruire et on le sait. Ça, c'est les pires choses, on le sait. Oui, je sais pas comment ça vous fait réagir d'entendre tout ça, mais moi, je me sens anxieuse, ça me paralyse d'entendre justement que ça dégringole et que l'être humain a cet impact si négatif, alors que ma relation et la relation de plein d'autres personnes avec la nature peut être tellement positive. Donc là, et c'est ça que j'aime avec justement votre podcast, c'est d'essayer de voir comment on peut contribuer aux solutions. Et je pense que non seulement ça va nous permettre d'avancer d'un point de vue écologique, mais aussi pour notre santé mentale. Si on fait partie de la solution, on sera moins anxieux. Pour laisser un peu la partie négative de laquelle on avait parlé, il y a beaucoup d'institutions et d'organismes qui travaillent à faveur de la nature en cherchant des choses à faire. Donc, Conservation Canada. On aimerait savoir quelles sont les pistes de solutions identifiées à travers tes recherches et aussi les recherches de conservation de la nature pour inverser ces tendances et régénérer nos écosystèmes terrestres. Conservation de la nature Canada protège plein de territoires. Au Québec, on parle de 500 km² maintenant qui est protégé à l'échelle du territoire québécois. Et donc, une des grandes actions que Conservation de la nature mène, c'est la protection des terres. Donc, ce qu'on fait, c'est que soit on a des dons de terres, après on les protège, on en fait des aires protégées en fait. Soit on fait de l'acquisition, donc de différentes façons. On fait l'acquisition de propriétés, donc de milieux naturels. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de protéger des milieux naturels d'une certaine valeur écologique pour notre bien commun. Une fois que vous les protégez, qu'est-ce que vous mettez en place du coup comme solution pour vraiment essayer de régénérer ou juste de préserver ? Donc, on fait de la préservation. Donc ça, c'est pour l'aspect, on a une terre, on la protège, on en fait une aire protégée pour la protéger sur le très 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 long terme, idéalement à perpétuité pour ce qui est des aires protégées plus classiques. Et sinon, il y a aussi des projets de restauration de certains milieux, donc des milieux qui vont être détériorés, ou par exemple, il y a des espèces exotiques envahissantes. Là, on va faire du contrôle d'espèces exotiques envahissantes comme le phragmite, le roseau commun, qui peut être très problématique. Là, on va faire des projets comme ça pour essayer de restaurer les écosystèmes. Chez Conservation de la Nature Canada, vous évoquez travailler ensemble sur les territoires. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est sûr qu'il y a toutes les personnes qui travaillent pour Conservation de la Nature Canada, mais c'est un travail d'équipe aussi avec plein d'autres partenaires, avec les différents niveaux de gouvernement, que ce soit à l'échelle municipale, à l'échelle provinciale et aussi fédérale. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse y arriver. Et CNC en est très, très consciente. Et on a à cœur de travailler de manière concertée avec les partenaires du territoire, donc que ce soit d'autres organismes à but non lucratif qui font de la conservation, des gestionnaires de sentiers, des organismes de tourisme, c'est ça, des municipalités, des MRC, c'est ça, puis les Premières Nations aussi, c'est important de travailler avec toutes les personnes qui sont impliquées. Et comment vous arrivez à intégrer tous les parties prenantes que tu viens d'énoncer ? Par exemple, moi, Caroline Petit, je suis associée à une aire naturelle qui s'appelle les Montagnes Vertes, qui est magnifique, bien sûr. Je vais voter pour mon aire naturelle.
Et sur cette aire naturelle-là, qui correspond à peu près à la région de l'Estrie, c'est d'identifier tous ces acteurs, actrices du territoire. Il y a des personnes qui sont là depuis très très longtemps, donc c'est important de se parler les uns les autres, de se voir justement à des rencontres où il y a des rassemblements pour savoir qui fait quoi sur le territoire et comment on peut travailler ensemble. Et par exemple, pour travailler ensemble, qu'est-ce que tu fais dans ton aire de recherche des montagnes vertes? Oui, donc dans l'aire naturelle des montagnes vertes, on peut faire des projets communs. Donc ça peut être des projets communs d'acquisition où on s'entraide pour acquérir, cibler des nouveaux terrains. Des fois, on participe aussi à des consultations, que ce soit du gouvernement ou à différentes échelles, pour essayer de nourrir, d'alimenter les différentes stratégies pour améliorer la conservation. Mais ça peut se traduire de façon très très concrète aussi avec des projets de restauration où on va être plusieurs à se rassembler pour aller restaurer un milieu naturel, par exemple, où il y avait des espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon. Donc c'est ça peut se traduire à différents niveaux de concret. Et quand tu dis vous restaurez un écosystème, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus l'expérience? Alors, moi, je suis un petit peu moins sur le terrain maintenant, mais récemment, donc cet été, il y a eu un projet de restauration d'une ancienne terre agricole, donc qui consistait à justement contrôler certaines espèces exotiques envahissantes, mais aussi à faire la plantation d'arbres sur ce milieu-là. Donc concrètement, c'est ça, c'était d'aller planter des arbres, mais attention, pas n'importe lesquels. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de personnes de la communauté qui se sont impliquées dans différentes initiatives à côté? Est-ce que tu vois qu'il y a un changement? Maintenant, ils sont plus engagés qu'avant ou tu penses que c'est la même chose? Ça fait pas très longtemps que je suis arrivée, donc je suis toute jeune dans les montagnes vertes, mais de ce que j'ai cru comprendre, ça fait quand même un bon moment qu'il y a plein de belles personnes qui se mobilisent pour la conservation de ce beau territoire-là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus, mais peut-être qu'ils sont plus entendus par contre. Donc suite à nos échanges, je dis qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent prendre partie ou qui peuvent faire partie de la solution au final. Tu avais évoqué d'ailleurs le tourisme. Et je me demandais donc, dans cette situation, comment le tourisme du coup pourrait vraiment devenir un allié de la conservation? C'est une excellente question. En plus, il y a des belles consultations en cours à ce sujet-là présentement. Les personnes, si je me concentre sur nous, ce qui se passe sur les propriétés de conservation de la nature Canada et particulièrement dans mon aire naturelle, donc on a une magnifique réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle des montagnes vertes, qu'on rend accessible au public dans certains secteurs. Et donc, dans certains secteurs, il y a des sentiers. Et là, on travaille avec des partenaires qui nous aident à la gestion de ces sentiers-là. Donc, les personnes, ce qu'elles peuvent faire, déjà dans un premier temps, c'est quand elles circulent sur les sentiers, c'est des principes de base comme de ne pas laisser de traces, donc ramasser vos déchets, respecter les règles. Elles sont là pour une raison. Quand on interdit dans les réserves naturelles de se promener avec son chien, même en laisse, c'est pour permettre à la faune de ne pas fuir parce que les animaux, il y en a beaucoup qui vont sentir les chiens, les entendre. Donc, on veut offrir un sanctuaire pour ces espèces-là. Puis, il y a une autre règle importante dans la réserve naturelle des montagnes vertes, c'est qu'on interdit en fait aux gens de se baigner dans les ruisseaux. Mais c'est pas pour les embêter qu'on leur interdit ça, c'est parce qu'il y a notamment la salamandre pourpre qui vit dans ces cours d'eau, qui est une espèce vulnérable, donc à statut. Et si vous allez vous baigner dans ces ruisseaux-là, tous les produits qu'il y a sur votre peau, en fait, la salamandre, elle respire par la peau. Donc, tous les produits que vous mettez sur votre peau, elle va le respirer, ce qui est pas bon pour elle. Les sédiments aussi que vous allez brasser, là, le sable, tout ça, vous allez voir, quand vous vous baignez dans un endroit, ça brasse le sable, les sédiments. Là, l'eau devient trouble. La salamandre, elle a besoin d'une eau claire pour pouvoir justement respirer convenablement et pas boucher les endroits par lesquels elle peut respirer. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et le fait de respecter ça, c'est de contribuer à la conservation de la biodiversité. Ça va permettre de minimiser l'impact. Donc, et puis d'en informer les autres aussi, c'est important. Donc, c'est dans ce sens-là que le tourisme déjà peut être positif en respectant les règles de base. Puis après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites en plus pour avoir un impact encore plus positif. Est-ce que tu as des exemples? Oh oui! Donc, déjà,
essayez de vous voir comme des personnes. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui marchent sur les sentiers, des randonneuses, randonneurs. Observez ce qui se passe autour de vous. Prenez un instant pour vous ressourcer. Soyez curieux, curieuse de ce qui vous entoure. Restez sur les sentiers pour pas piétiner justement les espèces végétales. Puis si les sentiers aussi sont concentrés à certains endroits, c'est pour limiter, justement, éviter l'impact ailleurs, pour pouvoir protéger ailleurs. Donc c'est essayer de trouver un compromis et comprendre ce compromis-là, que vous avez accès à un certain endroit, c'est pour permettre aussi de protéger complètement ailleurs. Donc déjà de comprendre ça, c'est très utile. Puis après que vous soyez vous-même des ambassadrices ou ambassadeurs de la protection, donc d'aller expliquer ça aux gens. Si vous en voyez par exemple qui ne respectent pas les règles, partez du principe d'abord que ces personnes-là ne savent probablement pas, que la majorité des gens, s'ils ne respectent pas ou qu'ils font quelque chose qui n'est a priori pas bien pour la conservation de la biodiversité, bien souvent c'est qu'ils n'ont pas l'information. Soyez bienveillantes et bienveillants et transmettez-leur l'information de pourquoi c'est important de respecter ces règles-là et d'essayer d'avoir un impact positif sur les écosystèmes qui sont très bénéfiques pour nous à tellement de niveaux. Fait que ça, c'est un. Juste pour compléter quelque chose, cet automne, je suis allée à faire une randonnée pour Thanksgiving et il y avait une activité, je ne me souviens pas en ce moment l'organisation qui l'a développée, mais on a toujours dans les randonnées le but d'arriver le plus rapidement possible au sommet. Dans l'activité, il y avait des moments où tu devais juste étendre, regarder la nature qui est à côté de toi. Et ça m'arrive aussi beaucoup à moi parce que moi, j'aime beaucoup être dans la nature, faire des randonnées, mais c'est toujours comment aller le plus rapidement possible et finir le plus rapidement possible pour regarder la vue depuis les sommets. Mais quand on est juste au moment de commencer et on regarde à côté, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme tu disais. Donc, c'est justement, dans le tourisme régénératif, c'est aussi revenir à la racine. Et c'est justement regarder ce qui nous entoure pour bien comprendre où est-ce qu'on est et pourquoi c'est très important de faire la conservation et de faire attention à tout ce qui nous entoure. Et c'était très intéressant que tu amenes ça exemple pour la conservation dans le tourisme. Puis ça me fait penser que justement les gens, ils peuvent, en s'arrêtant, en regardant ce qu'il y a autour d'eux, ils peuvent utiliser des applications de sciences citoyennes, de sciences participatives pour contribuer justement à la conservation en prenant en photo, sans sortir des sentiers, évidemment. Avec iNaturalist, par exemple, vous pouvez prendre des photos des espèces que vous voyez à côté de vous, des arbres, des plantes, des champignons, des insectes, n'importe quelle espèce animale. Prenez une photo pour identifier, pour vous demander quelle est donc cette espèce que je vois devant moi. Vous la prenez en photo avec l'application et l'application, elle l'enregistre. Elle peut vous dire, basé sur plein d'informations, elle va vous proposer, c'est telle espèce, faunique, floristique, fongique. Et eux, après, ils l'enregistrent automatiquement dans leur base de données. Et après, il y a plein de scientifiques qui vont utiliser ça et qui vont faire des analyses justement pour voir c'est où qu'il y a les principaux hotspots de biodiversité ou s'ils veulent étudier la présence d'une espèce en particulier, qu'elle soit à statut ou non, ces données-là peuvent être très, très importantes. Donc, c'est ça pour savoir qu'est-ce qu'il y a concrètement sur notre territoire pour pouvoir mieux le protéger. C'est super ça, parce que ça serait un moyen du coup pour que le visiteur aide la science à grandir. Et un impact positif. Exactement. On va mettre le lien de l'application en description. Comme ça, vous pourrez également tous la voir et tous la télécharger. Excellente idée. Et il existe plein d'autres applications. Si vous êtes curieuse et curieux, vous pouvez aller vous renseigner sur des sites même gouvernementaux, le site du gouvernement du Canada, le site du Québec. Il existe différentes sources sur lesquelles vous pouvez, sites Internet, applications, où vous pouvez aller inscrire justement les observations que vous faites. Je pense à eBird, par exemple, pour les oiseaux, ou l'Atlas des amphibiens. Et il y en a d'autres. J'ai juste une question avant qu'on fait la suivante. Et c'est, est-ce que tu penses que la conservation, c'est suffisant? Dans le sens juste est-ce que c'est suffisant juste de conserver ou il faut aller plus loin en ces moments qui nous entourent? Est-ce que si on conserve, ça va améliorer? Moi, je pense que oui. D'après mes connaissances, la conservation, c'est pas simplement le statu quo puis garder le statu quo, mais essayer d'améliorer
notre relation aussi avec la biodiversité, l'environnement, et pas juste limiter les dégâts, mais améliorer l'état de la biodiversité. Donc, est-ce que dans conservation, on entend également régénérer l'écosystème? C'est pour ça que je parlais de restauration aussi. La régénération, c'est un terme un petit peu vague scientifiquement. Je ne l'ai pas encore beaucoup entendu, à part par exemple la régénération naturelle des écosystèmes. Pour être sûr qu'on est tous sur la même définition, qu'est-ce que signifie conserver un écosystème? Conserver un écosystème, ça peut être le protéger tel qu'il est, mais ça peut être aussi le restaurer. Donc ça comprend les deux, la restauration et la protection. Et quand tu parles de restauration, ça signifie du coup un petit peu soigner, par exemple, un écosystème, un endroit, une forêt, pour faire en sorte qu'elle aille mieux, enlever par exemple des espèces envahissantes, rajouter des espèces qui sont mieux adaptées à l'endroit. Et là, c'est ce qu'on appelle du coup de la restauration. Oui, ça peut être un exemple, ça, de projet de restauration. Ça peut être aussi un milieu humide qui a été détruit par des activités humaines. Et là, on veut que ce milieu humide existe à nouveau. Donc, on va restaurer en recréant un milieu. Mais là, il faut faire très attention parce que ça peut être très difficile, très long et très très long aussi avant d'obtenir les mêmes bénéfices issus des milieux humides. Mais c'est ça, ça peut être un projet de restauration. Donc si on veut restaurer nos écosystèmes et arriver à une situation, on va dire, idéale, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que serait une situation idéale. C'est compliqué. Juste pour nous donner une idée. Par exemple, pour la restauration d'écosystèmes forestiers, ça peut prendre au moins 15 ans avant que vous ayez des arbres qui aient une taille assez grande par rapport aux forêts que vous avez l'habitude de voir quand vous vous baladez en forêt. Donc, un minimum de 15 ans, mais là, ça reste des arbres quand même très jeunes, avec un petit diamètre, qui n'auront pas forcément une très grande taille non plus, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça peut même prendre 30 ans aussi pour que vous voyez une forêt, puis que vous ayez l'impression, si vous n'avez pas trop de connaissances en sciences forestières, que vous ayez l'impression d'être dans une forêt qui a un âge, comment dire ça, de façon vulgarisée, normale de forêt, comme quand vous vous baladez. Ben c'est ça, scientifiquement, une forêt qui a 30 ans est pas mature. Après, ça peut dépendre des espèces d'arbres, mais la catégorie forêt mature, après ça dépend des espèces, encore une fois, ça peut être à partir de 70-80 ans. Et comment voit-on, ou comment, par exemple, quelqu'un de lambda comme moi, et je pense Daniela, parce qu'on n'a aucune connaissance en biodiversité, si on se balade, comment est-ce qu'on peut savoir si l'endroit dans lequel on est ou qu'on traverse est en bonne santé? Ça, c'est une excellente question. Et c'est très important, justement, que les gens ils puissent avoir ce type de connaissances-là. Ça peut être très large, santé. Donc moi, je vais y aller avec quelque chose de très concret. Par exemple, des arbres malades. Il y a différentes maladies qui existent actuellement au Québec. On l'a vu avec la grille du frêne, notamment même à Montréal. Donc c'est un insecte qui va rendre l'arbre malade et qui, ultimement, l'arbre va en mourir. Et donc, il y a eu beaucoup de coupes de frênes avant qu'il tombe et puis que ça blesse quelqu'un et que ça crée des problèmes. Beaucoup de frênes sont morts ou ont été coupés parce qu'ils allaient mourir très prochainement. Et donc, c'est des choses que vous pouvez observer dans la nature. Il y a des signes qui existent. Bon, peut-être que la grille du frêne, c'est peut-être pas le plus facile à spotter, mais sinon, il y a la maladie corticale du hêtre. Donc, où là, vous allez pouvoir voir sur l'écorce si vous arrivez à reconnaître les hêtres. Donc déjà, ça peut être la première étape. Essayez de connaître vos essences forestières du Québec. Et ensuite, regardez l'écorce, par exemple, du hêtre. Il va y avoir des petites taches. Et sur les hêtres qui sont malades, il peut y avoir des taches, j'ai plus le bon terme, là, mais des sillons, des ondulations de l'écorce, elle est très abîmée. Puis plus le stade est avancé et plus ça se voit quand même. Je suis pas une experte de la maladie. Je peux voir quand je me balade s'il y a un hêtre qui est malade, qui a atteint la maladie corticale du hêtre. Mais je vous invite à vous renseigner puis à regarder justement les critères, comment vous pouvez voir si un arbre est malade et de quelle grande maladie. Attention, là, vous perdez pas, il y a plein de maladies qui existent, mais essayez de vous concentrer sur les principales et que si jamais vous enregistrez l'information sur une application, ça peut être utile. Essayez de prioriser en fonction de ce qui est le plus utile. Et donc, par exemple, le fait de connaître les espèces exotiques envahissantes comme
le roseau commun, le phragmite ou la renouée japonaise. Ça, c'est vraiment pertinent parce que c'est important que les biologistes, les acteurs, actrices du territoire qui essayent de protéger les écosystèmes soient au courant où est-ce qu'elles sont, ces espèces-là, pour pouvoir intervenir dépendamment de la priorité. Dans votre organisation, avez-vous des ateliers justement qui donnent ce type d'informations, qui forment aux gens, qui éduquent, qui sensibilisent aux gens? Pas à ma connaissance. C'est pas systématiquement, c'est pas quelque chose, en tout cas dans mon aire naturelle. Ça peut être donné, des présentations, mais c'est pas quelque chose de régulier qui revient à chaque fois. Et ce serait quelque chose, selon moi, à intégrer dans le système scolaire, par exemple. Que les gens aient un minimum de connaissances sur les milieux naturels qui les entourent, ne serait-ce qu'à l'échelle de leur région. C'est quoi les principales menaces, finalement, de ces écosystèmes-là? Comme que ce soit l'impact humain à travers l'importation d'espèces exotiques envahissantes. Nettoyez bien vos bateaux lorsque vous allez dans un lac, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut amener des espèces exotiques envahissantes dans un milieu. Donc, c'est toutes ces connaissances-là qui pourraient être intégrées dans plein de systèmes éducatifs différents. Et je suis vraiment entièrement d'accord. Parce que du coup, moi je suis française et en France, on a des cours de ce qui s'appelle la SVT, ou Sciences de la vie de la Terre. Et à aucun moment dans ces cours, on m'a vraiment présenté des espèces. On a essayé de reconnaître quelques espèces, mais on m'a jamais vraiment expliqué comment l'écosystème ensemble marchait, les maladies, comment les identifier. Et je trouve qu'en effet, ça serait tellement pertinent, parce qu'en fait, on pourrait aider aussi la recherche à avancer, et on deviendrait vraiment des acteurs au final engagés des écosystèmes de nos localités, ce qui est quand même très important parce qu'on fait tous partie de la solution quelque part. Tout à fait, et que ce soit pour les menaces, mais aussi pour des choses plus positives. Si vous reconnaissez des espèces dans un milieu que personne n'avait vu avant et que vous l'enregistrez par exemple avec iNaturalist, si vous la connaissez pas, ou même si vous la connaissez, ou si vous la connaissez et que vous l'entrez dans le système de votre choix, et que c'est une espèce à statut, une espèce très très rare, grâce à vous, on saura, parce que cette information-là, elle s'en va quelque part, il y a quelqu'un qui la voit. Et là, on saura que, c'est ici qu'il faut protéger en priorité parce que cette espèce, elle est présente là et on ne le savait pas. Donc, le pouvoir d'action des gens peut être immense et vous pouvez avoir un impact très très positif, mais ça passe par l'acquisition de connaissances. Je dis mais c'est pas quelque chose de négatif. Soyez curieux, curieuse, renseignez-vous. Il y a plein d'informations qui sont disponibles justement sur les sites comme Conservation de la Nature Canada, qui peuvent aussi vous orienter vers d'autres sources, les sites gouvernementaux aussi. N'hésitez pas à y aller. Puis j'ai envie de citer Cousteau, qui dit qu'on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Émerveillez-vous. Allez vous émerveiller de la nature, puis c'est ça qui va faire que les gens vont se mobiliser pour la protéger. C'est une très belle citation en plus, et ça nous pousse à agir. Et je me demandais aussi comment, par exemple, un professionnel de l'industrie touristique pourrait lui aussi agir, parce qu'on a beaucoup parlé comme si on était des voyageurs, mais je me demande par exemple, quelqu'un qui détient une terre, par exemple un hôtel ou par exemple un parc, comment eux peuvent agir également? C'est ça, pour des personnes qui n'ont pas de connaissances en conservation et qui ont des terres avec des milieux naturels, que ce soit milieux forestiers, milieux humides, ils peuvent justement, et qui n'ont pas de connaissances du tout, ils peuvent solliciter des organisations comme Conservation de la Nature Canada, ou renseignez-vous aussi s'il y a d'autres organismes de conservation volontaires qui sont à proximité de chez vous. Peut-être vous pouvez les contacter directement. Sinon, n'hésitez pas à contacter CNC, parce que nous, on met en place justement, on peut accompagner des propriétaires sans nécessairement faire de l'acquisition. On peut leur présenter les différentes options qui s'offrent à elles et à eux pour conserver durablement, sur le long terme, leur milieu naturel. Donc il y a, là je vais dire des petits mots là, qui peuvent pas forcément dire quelque chose aux gens, mais il y a comme les servitudes. Donc les gens restent propriétaires, mais c'est une entente légale qui permet donc une servitude de conservation, il peut y avoir plein de servitudes différentes, mais pour une servitude de conservation, ça permet aux propriétaires de rester propriétaires tout en conservant à perpétuité, même en vendant sa propriété, après ça restera protégé. Donc c'est une façon de protéger son milieu naturel, de dire « Ok, là, moi, présentement, je suis propriétaire, je peux avoir cet impact-là. Ok, je vais contacter un organisme de conservation et on peut mettre telle action en place, donc une servitude, ou je peux même céder une partie, le donner, ou le vendre, évidemment, mais le don, on reste un organisme de bienfaisance.
Donc, ça peut être de céder une partie de son terrain en disant, ben voilà, mon milieu humide, je le cède à un organisme de conservation pour que il ou elle soit en mesure de le protéger à perpétuité si c'est pas quelque chose que la personne se sente faire. Ce qui est tout à fait correct aussi. Il y a aussi la possibilité de mettre un statut de réserve naturelle sur sa propriété. Donc de faire une demande, puis là, nous aussi, comme d'autres organismes de conservation, on peut accompagner les propriétaires dans ces demandes-là. Il y a plein de belles options qui existent, mais c'est ça, c'est difficile des fois d'avoir accès à l'information. N'hésitez pas justement à contacter des organismes comme Conservation de la Nature Canada, puis nous, on sera contentes et contents de vous accompagner et de vous aider. Je ne savais même pas que toutes ces options étaient possibles et imaginables au Québec, mais c'est vraiment fantastique parce que ça permet que même si on n'y connaît rien, on peut aller vers des organismes comme vous et protéger, conserver des endroits, comme tu dis, à perpétuité. Et c'est quand même quelque chose, un beau cadeau qu'on peut faire à la nature, je trouve. Pour fermer la boucle, que souhaiterais-tu ou quel message aurais-tu passer à l'audience qui nous écoute aujourd'hui? Je dirais que vous pouvez faire partie de la solution, qu'il y a différentes façons de faire partie de la solution pour la conservation de la biodiversité, pour avoir un impact positif sur la biodiversité. Ça passe par l'acquisition de connaissances, connaître votre milieu, soyez curieux, émerveillez-vous, allez vous régénérer en nature, puis sensibiliser les gens autour de vous. Transmettez toutes ces belles connaissances que vous avez peut-être déjà acquises ou que vous allez acquérir et diffusez avec bienveillance. Parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit plus tôt, les gens qui ont un impact négatif ne le savent pas nécessairement. Et si on les informe de comment ils peuvent réduire leur impact et même avoir un impact positif, ils vont le faire et elles vont le faire. Donc, c'est ça. Sensibilisez-vous, sensibilisez les gens autour de vous. Comprenez pourquoi il y a des règles dans les milieux conservés, pourquoi c'est important de les respecter. Puis voilà, je pense que... Et puis c'est ça, n'hésitez pas non plus à partager l'information concernant l'existence d'organismes de conservation comme Conservation de la Nature Canada. Participez à nos activités bénévoles, les nôtres, mais aussi celles d'autres organismes de conservation. Donc, c'est comme ça que vous pouvez avoir un meilleur impact sur la biodiversité, sur la nature et sur vous-même. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir, cette conversation si enrichissante. Et ça nous donne envie d'y retourner tout de suite à la nature aussi. Yeah, génial. Merci à vous. C'était un plaisir aussi de partager ce moment-là avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.